se joue aussi en coulisses. La question de la dette de la SNCF, donc autour de 50 milliards d'euros, est au centre des discussions et pose à terme cette question: qui va payer? Est-ce que ce sera le contribuable? On va écouter à ce sujet le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui était l'invité de BFM TV ce matin. La dette, ce n'est pas celle des cheminots. La dette, ce n'est pas celle des usagers. La dette, ce sont des politiques publiques menées depuis des années et qui ont fait qu'il n'y a pas eu des politiques d'investissement, il n'y a pas eu des politiques de réorganisation qui auraient permis de faire face à la situation économique difficile de la SNCF. Que proposez-vous à propos au sujet de la dette? Comme en Allemagne, comme ailleurs, la dette, elle doit être prise par l'État. Il n'y a pas d'autre voie. Il n'y a pas d'autre voie pour qu'on puisse repartir sainement dans cette entreprise. Bon. Alexis Brézé, c'est vraiment la dette maintenant qui est un des leviers dans les négociations. Ça finira peut-être comme ça, et après tout, si c'est une porte de sortie... pourquoi pas, mais après, les Français se disent peut-être, effectivement, c'est nous qui allons payer. Ouais. Alors, il faut bien voir que, en tous les cas, qu'elle soit logée du côté de la SNCF ou du côté de l'État, ça reste de la dette publique. De toute façon, la dette de la SNCF, aujourd'hui, c'est les Français qui la payent. Donc, la question théorique, c'est de savoir... qui la porte? Est-ce que c'est la SNCF ou est-ce que c'est l'État? Alors, si c'est la SNCF, on va dire que ça oblige la SNCF à faire plus d'économies, parce que si elle a plus sa dette, elle pourra commencer à se dire on continue tout comme avant, après tout, on va dépenser. À l'inverse, si l'État n'a pas cette dette de la SNCF, c'est lui qui peut à son tour tenter de se dire finalement, ce que nous dit aujourd'hui le gouvernement, ça va beaucoup mieux, regardez, les déficits publics sont en train de baisser. Tout ça est quand même très comptable. La réalité, c'est que c'est de la dette des Français. Et quand on dit que ce n'est pas de l'investissement, c'est un peu curieux. Enfin, Laurent Berger qui nous dit... Berger, oui. Parce que alors, si ce n'est pas l'investissement qui a créé la dette, c'est quoi? Ce sont à ce moment-là, c'est du fonctionnement. C'est donc bien le statut des cheminots. En fait, c'est les deux. C'est d'une part parce qu'on a beaucoup investi, plus ou moins bien, ça c'est encore un autre sujet, notamment le TGV. Ça coûtait beaucoup d'argent. Et deuxièmement, les conditions d'exploitation de la SNCF, le statut des cheminots, le nombre d'employés, leurs conditions de travail, la façon dont ils sont payés, leur retraite et tout ça coûte extraordinairement cher. Si on ajoute l'un plus l'autre, ça donne une dette colossale de 50 milliards, qui de toute façon, c'est les Français qui la paient. On continue le débat, mais on écoute le Premier ministre, Édouard Philippe, qui était ce matin l'invité de France Inter et qui essaye de temporiser un peu. On l'écoute. Est-ce parce que les cheminots aujourd'hui ont trop de droits que les trains arrivent en retard? C'est ma question, elle est simple. C'est pour toute une série de raisons que les trains n'arrivent pas à l'heure. Non mais là c'est sur le statut des cheminots. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Voilà. La rigidité opérationnelle de la boîte est un problème. Le sous-investissement de l'État dans la boîte est un problème. Jérôme Jaffray, petite question de forme. La boîte de la part du Premier ministre, ça passe? Écoutez, on va pas épiloguer là-dessus. Moi, il me semble, si vous voulez, que le gouvernement, dans cette affaire d'Emmanuel Macron, Édouard Philippe, ministre. Oui, allons-y, prenons tous les Édouards de la Terre. Ne donne pas sens à la réforme qu'ils veulent faire de la SNCF. Et ça, c'est un problème majeur dans la relation sur une grève de cette ampleur, parce que ça, la grève des transports, la grève de la SNCF, c'est visibilité maximale, gêne maximale pour les Français, désorganisation des entreprises, désorganisation des vies personnelles. Mais le sens de la réforme, c'est quoi ? Ça ne peut pas se limiter à la question du statut des cheminots. C'est, au fond, qu'est-ce que nous devons faire en termes d'offres de transport? Il faut savoir que même quand il n'y a pas la grève en Île-de-France, c'est épouvantable les transports au jour le jour pour les gens qui vivent en Île-de-France. Autour des grandes villes, nous avons ce type de problème. Donc comment est-ce qu'on fait une offre qui soit de meilleure qualité, avec davantage de trains, des trains qui fonctionnent mieux, des trains qui arrivent à l'heure, des trains où il y a un minimum de confort dans les situations? C'est ça dont le gouvernement doit parler. Je suis stupéfait, si vous voulez, qu'on soit dans une question qui soit uniquement le problème du statut des cheminots. On a l'air donc uniquement de s'en prendre à eux. Ça ne réglera pas les problèmes. Comment est-ce qu'on améliore? Et à ce moment-là, la question de l'ouverture à la concurrence se pose, mais elle doit se poser non pas pour briser la SNCF, parce que évidemment c'est l'argument qu'on oppose chez les cheminots, mais pour améliorer les conditions de vie des Français, qui sont plusieurs millions tous les jours, 5 millions je crois, à prendre le train tous les jours. C'est ça le débat. Je trouve que le gouvernement, la dette c'est quelque chose d'abstrait pour les Français. Les 50 milliards, comme dit Alexis, les 50 milliards, vous les faites passer à jeu de bonneteau, vous les faites passer d'une poche à l'autre, c'est pas le sujet.
N'empêche que les cheminots disent c'est ça aussi qui nous a plombés. Joseph, sur le côté manque de pédagogie, vous rejoignez Jérôme Jaffray ou... Ce qui est nécessaire, en tout cas dans toute réforme, c'est de savoir où est-ce que l'on va, c'est-à-dire où est-ce que l'on conduit. Et il est vrai que pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire qu'on a vu des éléments de langage, d'abord sur les cheminots, et je pense qu'en focalisant sur les cheminots, ça a été un mauvais calcul. C'était un mauvais calcul parce que le terme même de cheminot, dans l'esprit de beaucoup de Français, c'est pas cheminot égale fonctionnaire, c'est pas cheminot égale... Le cheminot, pardon, il y a plein de petits garçons qui ont rêvé d'être cheminots, d'être conduire des trains, et la question des cheminots, je le dis très franchement, dans notre... une image plutôt positive. Dans notre ah oui, oui, c'est ça. Voilà, c'est nouveau genre maintenant. Donc, non, c'est dans l'imaginaire collectif, le terme cheminot n'a pas cette notion péjorative. Voilà, donc... Déjà, il faut le colorer péjorativement. Donc, quand vous commencez dans les éléments de langage à vouloir colorer péjorativement, etc., vous commencez à perdre du terrain. Et ensuite, il y a ces fameux 50 milliards de dettes. On sort évidemment 50 milliards. Alors moi, je me suis juste amusé une seconde, parce que le terme 50 milliards, il revient tout le temps. 50 milliards, c'est les accords de la Banque mondiale pour le Mali. 50 milliards, c'est si la Grèce sortait, ce que ça coûterait à la France. 50 milliards, c'est la baisse que Emmanuel Macron avait prévue des déficits publics. 50 milliards, c'est ce que le Brexit, la facture du Brexit pour la Grande-Bretagne. Donc à chaque fois, il y a 50 milliards. Dans l'actualité, on vous sort 50 milliards. C'était juste une parenthèse. Voilà. Donc maintenant, on va revenir sur la question en effet de la dette. La vraie question de la dette, et on vient de l'entendre en fait, c'est que cette question de la dette, Édouard Philippe le soumet, cette question de la dette, on peut prendre une partie de la dette, une partie simplement, pas les 50 milliards, mais à peu près 35 milliards, à une condition, c'est que vous acceptiez les réformes. Et évidemment, les syndicats disaient non, vous commencez par poser la question d'accepter la dette, et puis ensuite, après, on voit ce qu'on peut faire. Et bien sûr, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Et en plus, il y a quand même un jeu de bonneteau qui est quand même assez fascinant, parce que si j'ai un peu suivi les débats, ces 35 milliards, en fait, l'État ne les prend pas tout de suite à son compte, il crée une structure qui va servir de défaisance, comme dit Alexis Brézet. Qui n'a pas de bonne mémoire pour... Voilà, et on sait ce que ça veut dire. C'est dire comme la SNCF va bien. Et en fait, voilà, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce que ça signifie pourquoi ? Parce que évidemment, il y a une lutte, il n'y a pas simplement la lutte sur ce dossier, il n'y a pas simplement la lutte entre les syndicats et l'exécutif, il y a aussi la lutte entre Bercy et l'exécutif. Bercy ne veut pas prendre en compte. Pourquoi ? Et puis ça fait monter le déficit public et les parce que ça fait déficit public. Et qu'il en est hors de question. Et soit dit en passant, en 1997, quand la dette avait été... c'est parce qu'il fallait répondre aux critères de Maastricht, et donc on avait à chaque fois on sort, on remet... Voilà, c'est sûr. Mais moi, ce que je trouve surtout d'abord intéressant, c'est... intéressant aussi, puisqu'on parle justement de vision, c'est qu'on voit en fait Édouard Philippe qui cabote le long de la réforme sur ce sujet, sans avoir en effet de feuille de route pour prendre le grand large. Et c'est lui qui est exposé aujourd'hui. C'est lui qui est exposé, et alors pas simplement d'ailleurs sur la SNCF. Sébastien Potvin, Emmanuel Macron est plutôt en retrait. On va le voir d'ailleurs, il était aujourd'hui à Rouen, il a juste fait une petite déclaration, on peut l'écouter et puis on en parle tout de suite. Il y a toujours des inquiétudes parfaitement légitimes. Moi, je veux distinguer des sujets. Il y a aujourd'hui des sujets sur lesquels le gouvernement a fait des annonces qui font l'objet de réactions, de protestations qui sont totalement légitimes, qui supposent un travail, des explications continues de la part du gouvernement quant au changement et à son sens, et qui vont continuer à vivre leur vie, qui ne doivent pas empêcher pour autant le gouvernement de gouverner, de continuer à prendre des décisions et de faire des choses importantes pour des millions de nos concitoyens comme ce que nous sommes en train de faire. Sébastien Potvin, pour reprendre la métaphore de Joseph, il reste au large et il laisse Édouard Philippe caboter. Oui, par heure de petit alors, temps. On en revient au sujet du système de la Ve République. Ça, c'est quelque chose d'assez classique, au fond, avec le président qui se met un peu en retrait et évidemment le fusible. Ce n'était pas tout à fait sa façon de présider. Non, c'est certain. Mais enfin, en tout cas, on en revient là d'une manière plus générale. Non. Ce qui est assez intéressant, effectivement, lorsqu'on parle de cette question de la dette, c'est de voir que depuis 1991 et les premières injonctions européennes, justement sur cette question de la réduction de la dette, effectivement, l'État n'a cessé de passer la patate chaude au travers de différentes structures, y compris RFF, etc., etc. Et que là, aujourd'hui, on arrive à cette espèce de moment de point de rupture.
l'État, c'est bien du fait des choix de l'État qu'aujourd'hui on est dans cette situation, voilà, sur la gestion de la dette, sur les LGV, les 4 lignes LGV qui ont coûté énormément d'argent, sur des projections en termes de rapport de bénéfices de l'exploitation de certaines lignes qui ont été un peu trop optimistes, en termes également de droits de passage sur les lignes qui ont été mal calculés. Et donc du coup, tout cela fait qu'effectivement la dette ne cesse de croître et qu'à un moment ou à un autre, on est obligé de prendre une décision. Alors là, aujourd'hui, effectivement, le Premier ministre est sur la sellette, mais on sait très bien que l'État, à un moment ou à un autre, ne pourra pas faire autrement que d'assumer ce qui, au fond, est de sa responsabilité depuis des décennies. Donc, il y a une discussion et on est dans un rapport de force. Donc l'État joue le rapport de force, les syndicats jouent le rapport de force. C'est d'abord la réduction de la dette, non, c'est d'abord d'accepter un certain nombre de réformes. Et on va voir qui va lâcher le premier. Mais dans ce jeu de rôle, parce que tout le monde, on est là autour de cette table à décrypter et dire, bah oui, chacun. Donc finalement, tout le monde le connaît. Mais oui, moi c'est quelque chose qui me fascine un peu. C'est-à-dire qu'on a annoncé que ça allait être une épreuve de force, une guerre d'usure qui allait durer pendant des mois. Le gouvernement, d'ailleurs, s'en est glorifié en disant, nous ne reculerons pas. Ouais. Bon, et là-dessus, on est au bout du 2e jour de grève. Il n'y a pas eu 3 semaines de grève, il y a 2 jours de grève. Et déjà, on commence à se dire, oh là là, mais c'est très grave, finalement, on n'avait rien vu venir, c'est une catastrophe. Non, c'est normal, ça s'appelle un conflit. Le gouvernement veut retirer un certain nombre d'avantages qu'il estime indus, que beaucoup de Français estiment indus aux cheminots. Alors après, on peut dire qu'il n'a pas bien communiqué. Oui, sûrement, il n'a pas bien communiqué. Enfin, je doute que, eût-il bien communiqué, je doute que les cheminots auraient dit « ouais, formidable », parce qu'au fond, les gars, ils vont perdre des avantages pour eux et pour leurs enfants qui auraient pris leur place, et en termes de retraite, en termes de temps de travail, et en termes de salaire, et en termes de conditions de travail, ça ne leur fait pas plaisir. C'est normal, ils se bagarrent pour le... Bon. Donc rien de tout ça n'est absolument surprenant. Moi, ce qui me surprend, c'est la surprise des observateurs et, me semble-t-il, du gouvernement qui, après avoir dit « bon, on y va », dit « ouh là là, ça va être compliqué ». Ben oui, c'est compliqué. Si ce n'était pas compliqué de réformer la SNCF, ça fait longtemps que ça aurait été fait. Je vous donne la parole et puis après, on a beaucoup de réactions. Donc. Oui, c'est une grande première quand même, cette grève programmée sur 3 mois. Moi, je n'ai pas souvenir d'un tableau d'habitude. La grève, c'est une grève reconductible, illimitée, reconductible. On vote tous les soirs autour d'un verre et en général, on vote la reconduction vraiment jusqu'à épuisement. C'est la règle. Mais cette situation où on vous dit il y a 2 jours de grève, 3 jours on ne fait pas, les week-ends, allez, paf, on vous les gâche allègrement, ça c'est tout à fait nouveau. Ça signifie qu'on est dans un conflit dur. Oui. Dans un conflit long. Ça, il faut bien le comprendre. Parce que la CGT joue sa survie. Et on joue le bras de fer, et un bras de fer très simple, qui, je résumerai d'une simple formule, qui dirige le pays ? Qui dirige le pays en France ? Et donc, on voit bien que pour Emmanuel Macron, il joue en fait sa présidence et son pouvoir dans cette affaire, ni plus ni moins. Et pour la CGT, elle joue effectivement sa puissance de réussir à réitérer l'opération Juppé de 1995, qui serait... Ce qui lui reste de puissance. Mais qui serait son rêve, et qui lui permet de la restaurer. Et le problème, c'est quand on veut faire de l'opinion publique l'arbitre en mesurant le taux de soutien, de sympathie, c'est absurde. Parce que, je dirais, vous pouvez avoir une opinion publique qui, au bout d'un moment, je connais bien les sondages, qui, au bout d'un moment, disent, par pitié, on est tellement gêné, c'est tellement embêtant, il faut céder, il faut arrêter, et qui en fait cette même opinion publique, quand vous aurez cédé, vous en voudra, et en voudra aux gouvernants d'avoir cédé, et ça gâchera la fin du quinquennat. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en 1995. Vous pouvez tenir, et que tout le monde dise le gouvernement, et qu'à la fin on vous le reproche. Ce qui compte, malgré tout, c'est la... Vous exagérez un petit peu quand même. Mais ça arrive, mais bien sûr, on peut... L'idée, c'est quand même qu'à la fin, il y ait dans cette affaire un vainqueur et un vaincu. Non mais, attendez, je pense qu'effectivement, Macron, s'il commençait à céder... C'est pour ça que je trouve un peu curieux l'espèce de flottement qu'il y a aujourd'hui du côté de France. S'il commençait à céder, ce serait une catastrophe pour lui. C'est-à-dire que son quinquennat est fini avant d'avoir commencé, à un moment où il entre dans le dur. Donc il a absolument intérêt. S'il estime que c'est l'intérêt national... Et là, en l'occurrence, il me semble avoir quelques bonnes raisons de l'estimer, il faut tenir, et puis voilà. Il y a par ailleurs une arme, il y a eu un très intéressant papier dans le Figaro, hier ou avant-hier, de Jean-Louis Thiriot, du président du Conseil général de Seine-et-Marne, Jean-Louis Thiriot, qui explique qu'il y a une arme qui reste à la disposition des pouvoirs publics, qu'on oublie toujours, qui s'appelle la réquisition.
On a le droit aujourd'hui de réquisitionner quand le service public est interrompu et que l'intérêt... Le problème, me semble-t-il, c'est que concrètement, quand vous pouvez réquisitionner, mais s'il n'y a pas de conducteur... il y en a, il y en a encore toujours. Le taux aujourd'hui de grévistes à la SNCF, c'est 30%. Oui, mais parmi les conducteurs, il est plus... Dans les catégories, 75% dans les catégories qu'il faut vraiment rouler les trains. Il y a quand même un élément à prendre en compte, c'est que... Dernier mot. Promis. Dernier mot. Il y a quand même une négociation derrière tout ça. Parce qu'on a l'impression que tout ça se passe dans la rue, voilà, on y va, chacun. Derrière tout ça, ça négocie. Ça négocie sur la question de la dette, ça négocie sur la question du statut de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est, ça, EPIC, etc. Ça négocie sur la concurrence. Qu'est-ce qu'on fait en ce qui concerne les salariés, etc., etc. Donc, il y a le devant de la scène, dur, violent. Il y a ce qui se passe derrière. Il y a des négociations dans tous les sens. Et donc, on voit en fait au jour le jour cette espèce de, de vision un peu bidimensionnelle. Et donc, on essaye de comprendre ce qui se passe. Donc, la photo n'est pas toujours le point n'est Il pas faut toujours essayer de fait sur le regarder bon. derrière pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer, ce qui n'est pas évident. Alors, Pierre Cruy-Lancy nous dit le problème de l'ouverture à la concurrence avec des boîtes privées, c'est que ça va faire monter les prix. Une boîte veut faire de la marge. Mac Abronito, dans quel pays le transport ferroviaire présenterait un meilleur rapport qualité-prix? Pas l'Angleterre, en tout cas. Peut-être l'Allemagne. Souvent, en tout cas pour le gouvernement, c'est l'Allemagne. C'est l'Allemagne. Remarque alors de Marie-Christine Covy nous dit tous les Français payent, même ceux qui ne voyagent pas. C'est vrai aussi, on dit que parfois on paye deux fois le billet par ses impôts et par le billet proprement dit. Jacques Legroux, comment fera Édouard Philippe pour vendre cette entreprise? Et Madeleine de la Ravoire, si on avait réinvesti les bénéfices de la SNCF en rénovant le réseau et les services plutôt que de les distribuer aux actionnaires, on ne parlerait pas à l'heure actuelle du statut des cheminots. Il faut garder les services publics et ne pas céder aux ordres de Bruxelles. Et enfin, donc, notre question Twitter, pensez-vous que c'est à l'État de reprendre cette dette? Eh bien, vous êtes 54, donc une majorité, 54% à dire que non. Alors, on passe quand même, si vous le voulez bien, à notre sujet sur les universités, qui est quand même assez voisin. On s'est d'ailleurs un peu interrogé en préparant cette émission. Faut-il parler de l'agitation dans les facs? Après tout, les vrais blocages ne concernent que 3 universités, ils sont le fait d'une minorité. En parler, c'est peut-être